Bonjour, je m'appelle Karine Boucher, j'ai 54 ans et je suis conférencière sur les violences intrafamiliales. Petite, d'abord j'étais la seule fille parmi cinq garçons, 5 frères et donc j'étais relativement solitaire. J'avais des moments où j'aimais bien sûr jouer avec eux, mais je me souviens plus être proche des animaux. On avait énormément d'animaux, j'avais la chance de vivre en campagne. Et il y a d'abord un petit furet qui m'a accompagnée pendant très longtemps, que j'adorais, et une oie que j'avais réussi à apprivoiser. Donc vraiment très proche des animaux. Et après j'avais un attachement très particulier à mes grands-parents et à mon arrière-grand-mère. Dès les mercredis après-midi, pendant les vacances, les périodes de vacances scolaires, j'aimais beaucoup leur rendre visite et j'avais de la chance parce que nous habitions le même village. Et avec mon grand-père, je partageais tout ce qui était jardin. J'étais vraiment très proche de la nature. J'aimais beaucoup ce milieu. Ça me plaisait parce que je découvrais aussi. Et je partageais aussi des moments avec ma grand-mère maternelle, hein, ce sont mes grands-parents maternels, qui elle était dentelière. Et elle m'a appris le goût du beau, des belles choses. Elle était quelqu'un de... ma grand-mère c'était quelqu'un de très jovial et mon grand-père pareil, ils étaient très joyeux. Les samedis après-midi, ils allaient au thé dansant et moi je les admirais. Quand ma grand-mère se préparait, je la trouvais tellement belle. Que j'ai toujours été très coquette. Et ça, c'était vraiment une grosse partie de mon enfance. Et puis après, il y a eu l'adolescence, comme beaucoup. Et puis, quand je suis devenue lycéenne, c'est là où j'ai rencontré mon futur conjoint. Ok. Le sport dans votre enfance, dans votre adolescence? Le sport faisait absolument pas partie D'abord, ça se faisait très peu à l'époque. Si, il y avait le foot et il y avait le basket. Mais j'avais pas d'envie particulière de pratiquer un sport. Puis on était en campagne. Faut pas oublier que moi j'ai grandi dans les années 70. Donc on était, nous, nos journées sportives, on va dire, c'était quand il fallait rentrer le bois pour l'hiver, le jardin, etc. Vraiment tout ce qui était proche de la nature, bricoler. Vous avez grandi dans quel coin? Moi, j'ai grandi dans l'Audomarois. Ah ouais, ok. Mm. D'accord. Et justement, du coup, vous parliez de la rencontre avec, du coup, on l'appellera l'hôte. Comment vous le rencontrez? Quel âge vous avez quand vous le rencontrez? Je le rencontre, une première fois, j'ai aux alentours de 16 ans et demi, et puis il y a eu une rupture. Et il s'est produit quelque chose pendant cette rupture qui aurait dû m'alerter. Mais bon, moi j'étais très naïve, très petite. Enfin, j'étais gentille, j'étais quelqu'un dans l'empathie parce que j'avais un avenir pour moi professionnel qui était voué au médical. Je rêvais d'être infirmière, donc j'avais cette empathie. Et j'oubliais, voilà, je n'étais pas dans la rancune, ni... voilà, parce que j'étais quelqu'un de joyeux, j'étais quelqu'un de... pas de gens foutistes, mais j'avais pas envie de voir les choses. Parce que je les vivais aussi au travers de mes parents qui se sont séparés, qui ont divorcé pour violence conjugale. À l'époque, on parlait de femmes battues. Et ma mère, très courageuse, a décidé un jour de nous emmener avec elle. Et bon, nous étions presque des adultes. Et je rencontre l'autre à nouveau. Il me présente ses excuses. Et puis, c'est par l'intermédiaire de mon frère. Donc, je me suis dit, bon, si c'est excusé auprès de mon frère, c'est que, bon, voilà, j'espérais, je le voyais plus comme quelque chose de bien, de positif. Et puis on a commencé notre vie
de couple. Et c'est là où je tombe dans un piège. Dans un piège qui est d'abord le piège familial. Parce que on m'a promis énormément de choses. Quand je dis on, c'est lui d'abord, parce que il y a eu une proposition d'un membre de sa famille de venir aider une dame âgée qui était atteinte d'un cancer. Et donc moi, déjà dans le domaine médical, j'avais accepté. Mais en contrepartie, j'aurais pu continuer mes études. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je suis tombée dans le piège familial. Et puis lui, il a commencé à à poser ses jalons, à être de plus en plus jaloux, de plus en plus méfiant, de plus en plus... alors que moi, je ne voyais pas le mal, je parlais aux gens comme je parlais à n'importe qui, j'avais pas de... Et puis j'ai commencé à être un peu plus sur la retenue, un peu plus... Et puis au fil des années, quand il y a eu la première grossesse, quand il y a eu le premier enfant qui est venu au monde, avant qu'elle vienne au monde, à 8 mois et demi de grossesse, c'est là où la première gifle est tombée. Et quand je reçois cette gifle, évidemment, il avait bu, ce qui n'est absolument pas une excuse, mais il fallait que j'accepte cette excuse, puisque je n'avais pas le choix. J'allais avoir une petite qui allait venir au monde. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de permis de conduire, j'étais loin de chez ma mère, et je ne voulais pas lui faire subir ça. Je ne voulais pas lui montrer que finalement, je partais dans le même mur, droit dans le mur, comme elle l'avait vécu. Et j'avais espoir vraiment que, quand il y a eu cette naissance, que tout allait mieux se passer et que ça allait être un mauvais souvenir. Alors que pas du tout. Il y a eu un enchaînement de mise sous emprise, telle que d'abord l'emprise économique, puisque pas de travail, pas d'argent. Donc il avait bien compris que grâce à lui, c'était lui qui nourrissait les enfants, c'était lui qui faisait tourner le foyer, et que moi j'étais pas grand-chose finalement. Les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences physiques, tout ça ont été mis dans un cycle qui, voilà, c'est la crise, c'est l'explosion, les excuses. Ça, c'est le début. Et puis petit à petit, il y a la crise. Est-ce que vous pouvez développer sur les excuses? Je trouve ça intéressant comme... Les excuses, c'était pas ouvertement. C'était me ramener un bouquet de fleurs. C'était... il fallait plus en parler. Il fallait plus en parler. Il fallait pas en parler. C'était... Voilà. C'était fait. C'était... Voilà. Alors que rien de tel qu'un échange pour que moi je puisse comprendre ce qui se passe. Mais de toute façon, ça finissait toujours de la même manière. C'était de ma faute. Parce que je n'avais pas dit, ou parce que je n'avais pas fait, ou parce que je ne le comprenais pas, ou parce que j'étais incapable, ou parce que la dévalorisation. Donc finalement, plus on vous catalogue de moins que rien, et ben c'est comme tous les jours, on va vous dire tous les jours vous êtes blond, alors que vous êtes brun. À la fin, vous êtes convaincu qu'effectivement, vous êtes blonde. À quel moment vous vous rendez compte, et est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous étiez en train de vivre n'était pas normal? Et très rapidement. Très rapidement. Non, c'est pas normal d'avoir ces comportements. Non, c'est pas normal de me faire subir des choses pour lesquelles je n'étais absolument pas responsable. C'était jamais de sa faute. Il y avait toujours, c'était à cause d'eux.
S'il ne m'avait pas fait chercher la bagarre, je ne me serais pas battue. S'il n'y avait pas eu ce problème-là, ou si tu n'avais pas fait ceci, alors que je n'étais pas censée même être au courant qu'il fallait que je le fasse. Mais absolument, il fallait que je sois son punching ball, son rempart. Et le nombre de fois où je l'ai protégé, qui était une très grosse erreur, mais quand vous vivez dans la peur, quand vous avez des enfants, eh bien on se cache aussi derrière nos enfants. Et ça, c'est une très grosse erreur. Ça ne nous empêche pas d'être une bonne maman. Bien au contraire. Plus vite on réagit, plus vite on fait comprendre aux enfants que ce que maman vit, eh ben, elle ne l'accepte plus. Et on n'a pas leur avis à demander. Parce qu'un enfant est très intelligent. Un enfant fera peut-être des choix, choisira peut-être le côté, pour lui, à son image, le côté de la force. Et puis il y en a qui se rangeront du côté de leur maman. Pas de la faiblesse, mais de leur maman. Parce que ça a toujours été elle qui s'est occupée d'eux, c'est elle qui leur a appris à marcher, à parler, à écrire, à lire, parce que lui, il n'était jamais là. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous êtes confié? Comment vous avez... Le problème, c'est que j'en parlais, mais c'était forcément à des membres de sa famille, puisque moi, j'étais complètement isolée de la mienne. Parce que ça aussi, il avait réussi à les faire fuir. Et encore une fois, il rejetait la faute sur moi parce que c'était... moi, je t'ai jamais empêché d'aller les voir, je t'ai jamais empêché d'eux, alors que c'est complètement faux. J'ai eu le malheur une fois de me rendre au baptême d'un de mes neveux, mais je l'ai payé très cher en rentrant. Voilà. Il m'autorisait, mais finalement... il était rongé de maladie, de jalousie et de méchanceté parce que j'allais passer un bon moment en famille et que lui, il n'était pas là. Alors que quand il était invité, il se comportait de manière à ce que les gens n'aient même plus envie de l'inviter. Et je finissais à la fin par refuser toutes les invitations qu'on me faisait. On va parler des relations toxiques et de l'emprise en général, plutôt en s'adressant par votre histoire aux gens qui vont regarder la vidéo. Comment vous définiriez une situation d'emprise ou une relation toxique? La relation d'emprise, souvent on catalogue, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne concerne qu'un couple. Un homme, une femme, une femme, un homme, un couple. Alors que l'emprise, elle peut être tout à fait dans un autre cadre, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre amical, sportif. Vous avez toujours quelqu'un qui pompe votre énergie, qui pompe votre temps, qui est là et qui dit oui, mais il faudrait que tu m'aides parce que vraiment là je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Et puis au début, bien oui, on aide et on fait ce qu'on peut, mais finalement ça devient de plus en plus, la personne est de plus en plus présente. Et on n'a plus de vie. On s'efface complètement de nos propres envies parce que cette personne a besoin de savoir ce que je fais, où je suis, pourquoi tu as parlé à telle ou telle personne. C'est exactement le même processus. C'est je prends ton énergie, je me nourris de ton énergie pour avoir la main sur toi. Avec les années qui ont passé, est-ce que dans votre situation à vous, il y a des choses où vous auriez, où vous dites maintenant, ouais, là, tel signal, j'aurais jamais dû laisser passer. Pour les gens qui regardent la vidéo, est-ce qu'il y a des choses où ils doivent se dire, là c'est non, et je dois réagir? Alors, déjà,
dès une situation telle que la violence physique, ne serait-ce qu'une gifle, même si elle est pas forcément très forte, l'acte, le geste a été fait. L'insulte, on n'insulte pas de quelqu'un comme ça gratuitement, ça peut arriver, les mots dépassent parfois nos pensées, mais si c'est récurrent, il faut se dire que ça ne s'arrêtera jamais. On commence par ça, et puis ensuite il y a ça, et parfois ce n'est pas forcément une insulte. Juste dire à quelqu'un tous les jours, de toute façon tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. C'est terrible d'entendre dire de soi, de toute façon tu ne sers à rien. Ça peut amener quelqu'un au suicide. Tous les jours lui répéter, de toute façon personne ne t'aime. Heureusement que moi je suis là pour te supporter. Ça c'est hyper violent. Des mots peuvent tuer aussi. Hein, ils détruisent l'estime de soi. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se reconnaît dans ce que vous venez dans les situations que vous venez de dénoncer? Alors, si quelqu'un se reconnaît dans ces situations, je ne sais pas dans quelle situation elle se situe. Si elle est sortie de l'emprise et qu'elle est encore entre deux eaux, parce qu'on fait parfois, même très régulièrement, à tort de repartir vers le conjoint violent, eh bien sachez que vous avez trouvé la bonne solution. C'est la première étape, c'est de se défaire des griffes de ce personnage. Ne plus avoir de relations écrites, que ce soit par texto, par téléphone. Il ne faut plus que cette personne ne puisse vous atteindre. Et il faut agir de cette manière, à ce que vraiment elle soit... on l'élimine quelque part. Et puis petit à petit, parfois quand il y a des séparations qui sont hyper violentes, il y a les amis qu'on pensait des amis très proches et qui finalement fuient. C'est pas grave. C'était juste de passage dans vos vies. Il y en a d'autres qui arriveront, qui seront beaucoup plus... Parce que vous les aurez choisis, ceux-là. On ne vous les aura pas imposés. Après, si c'est une personne qui doute, qui ne sait pas encore comment elle doit agir, eh bien moi je dis, on ne reste pas avec le tyran. On ne reste pas dans cette situation tyrannique. On a le droit de choisir sa propre vie. Personne ne peut décider pour nous de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. On est conscient, on a une éducation, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Eh ben on va chercher le bon pour nous. Quitte à tout perdre, moi j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et en plus je me suis retrouvée en situation de handicap. Ben, il a fallu passer toutes ces étapes pour se dire, eh bien voilà, il fallait que j'en passe par là pour aujourd'hui être heureuse, pour aujourd'hui construire ma propre vie et comme j'en ai eu envie de la construire. Et si moi je l'ai fait, eh ben, je peux croyez-moi qu'il y en a plein d'autres qui peuvent être capables de le faire. Que ce soit un homme ou une femme qui soit victime, même un ado. Ces situations, elles ne sont pas uniques, malheureusement. On peut se retrouver dans des cas de harcèlement. Le harcèlement, l'emprise, tout ça, c'est des choses qui sont négatives et destructives. Donc, il faut absolument s'en séparer. Et puis, on a énormément de chance aujourd'hui, c'est qu'il y a le 3919 pour les femmes victimes. Il y a aussi de la parole qui se libère aussi. On peut maintenant trouver de l'écoute dans les brigades de gendarmerie, puisqu'il y a des accueils spécialisés pour
pour l'accueil des victimes. Donc, ce que moi, je n'ai pas eu à cette époque-là, je suis heureuse aujourd'hui que ça se construise. Il y a encore énormément de travail, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. On a le droit d'avoir sa propre vie. Il faut, s'il faut en passer par là, il faut le faire. Justement, vous, la reconstruction, euh, vous découvrez le paragolf, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de ça, donc en partant du drame jusqu'à voilà, comment vous vous êtes reconstruit? Quand voilà, j'ai compris que mon bras, il fallait que j'en fasse le deuil. J'ai eu la chance d'être dans un centre de rééducation qui était, pardon, qui était vraiment pour tous les handis qui passent en centre de rééducation. Pour moi, ça a été mon premier réseau social. C'est-à-dire que je sortais de 6 mois d'hospitalisation. Je suis rentrée dans ce centre de rééducation. Je ne connaissais pas du tout ce monde, ce milieu. Et j'ai appris déjà à me retrouver moi, à accepter mon handicap, qui j'étais devenue. Mais le problème, j'avais un gros problème, c'est qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Parce que tout était détruit. Il ne faut pas oublier que dans ma situation, il a fallu passer aussi par les étapes du procès. Et ça, je peux vous dire que ça a été 4 jours d'une violence extrême. 4 jours? Donc le procès? Oui. 4 jours d'audience jusqu'au verdict. Moi, j'étais encore physiquement très, très atteinte. La douleur était présente H24. Cette situation de victime, il n'y a que le mot qui a été... Il n'y a que le mot pour me désigner, victime. Mais en réalité, quand on assiste au procès, on assiste aussi à son propre procès. Et ça, il faut entendre que c'est parce que... oui, parce que la partie adverse a des choses à dire. Et heureusement qu'en parallèle, j'étais au centre de rééducation. C'était là où je pouvais respirer, c'était vraiment ma soupape. Et puis, voilà, au bout de plusieurs années, parce que oui, j'y suis restée quelques années, il a fallu faire quelque chose. Et j'étais devenue un peu plus assidue à la salle de sport, parce que j'avais plus grand-chose à faire, hormis que de fréquenter la salle de sport. Et puis, j'essayais un petit peu ceci, un petit peu cela. Il y avait bien un sport qui me plaisait bien, c'était la boccia, mais on m'avait dit, tu sais, c'est réservé vraiment aux myopathes. C'est pas grave, moi je jouais avec eux et on s'amusait bien, et voilà. Et puis un jour, je me fais appeler à la salle de sport, et puis il y a l'éducatrice sportive qui me dit, écoute, j'ai un sport à te proposer. Alors, j'avais hâte vraiment de savoir ce que ça pouvait être, parce que j'en avais déjà essayé pas mal et ça ne me convenait pas du tout, parce que ma pathologie n'a pas été simplement l'amputation du bras droit. J'étais droitière, mais il y a eu la jambe qui a été touchée, la tête, donc tout ça c'était encore très, très instable. Et là elle me dit, écoute, il y a un club de golf qui serait amené à ouvrir une école handi-golf. Est-ce que ça te dit? Alors là je lui ai dit, attends, mais t'es bien gentil, je tiens pas debout. J'ai pas de souffle, j'ai pas de... Et en plus, j'étais droitière, je suis devenue gauchère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, je jouais à un bras. Enfin voilà, je trouvais que du négatif à ce sport. Elle me dit, écoute, moi je pense quand même que ça te conviendrait. De toute façon, mardi prochain, je t'ai inscrite, tu viens avec nous. Bon, d'accord, ok, écoute, si tu me fais confiance, ça a été important aussi. Que quelqu'un vous fasse à nouveau confiance quand vous avez été pendant des années celle qui servait à rien, qui était de toute façon pas de confiance, et que là, et puis c'est comme ça que ça a commencé tout doucement.
Et quand je suis sortie du centre de rééducation, je me vois encore dire à mon médecin, Frédéric Charlaté, je lui dis « Ah bah vous êtes gentil de me faire partir maintenant que j'ai trouvé un truc qui me plaisait ici. » Et là il me dit bah, « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis bah, « Le golf. » Ah, il me dit « Mais il n'y a pas de problème. Vous êtes inscrite pour la session pour 6 mois, pour 8 mois, je ne sais plus exactement. Vous pourrez continuer d'y aller. » Parce que la double chance, c'est que ce club de sport, ce club de golf, est tout proche de chez moi. Donc j'y allais quand j'avais envie, jusqu'au jour où je suis invitée à faire la première compétition Open handi-golf des Hauts-de-France. Je me disais, mais moi, ça fait que 5 mois que je joue. Voilà, c'était quelque chose de... Mais c'est pas grave, on joue en équipe. Et là, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le golf. C'est-à-dire que au club, je suis une golfeuse, et dans les compétitions handi-golf, qui est l'association pour laquelle maintenant aujourd'hui je suis déléguée régionale de l'association handi-golf France, où tout a démarré, j'ai participé à cette première compétition. Et je me souviens d'avoir fait équipe avec Jean-Jacques Durand, Abdelatif Benazi, qui était quand même un grand champion de rugby, et lui commençait vraiment les débuts de golf. Et alors moi j'étais quand même relativement fière parce que je sortais du premier coup du bunker et lui il nous creusait des trous, des tunnels. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai commencé à me prendre au jeu. Les jeudis, je faisais les compétitions de club, le challenge d'été. Et puis j'ai commencé à connaître un peu plus de monde. Et ça, c'était mon deuxième réseau social. Parce que quand vous portez, quand vous êtes porteur de handicap, vous êtes aussi porteur d'une histoire. Et la mienne était quand même pas facile à partager. Parce que voilà, c'est dramatique et je comprends que quand on me pose la question, je dis mais vous êtes sûr de vouloir savoir parce que oui mais sauf si ça te dérange. Non, moi ça me dérange pas, mais je pense que quand je vais t'annoncer le truc, tu risques peut-être de pas être trop bien quoi. Oui, la curiosité l'emporte pour ainsi dire à chaque fois. Et ce qui est très amusant, c'est que les gens s'excusent de devoir poser la question. Je dis non, il ne faut pas vous excuser, vous n'y êtes pour rien. Et ce qui est bien aussi, enfin voilà, c'est aussi une mission du handicap. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap, elle n'est pas gênée de parler de son histoire. Bon, pour certains, ça reste très compliqué, mais finalement, nous sommes des personnes... Non, moi, je ne me sens pas différente des autres. Parce que j'ai un caractère, j'ai des habitudes, j'ai des envies, j'ai pas de... on est des personnes comme les autres, avec un petit truc en plus ou avec un petit truc en moins. Justement, le fait d'en parler, vous avez écrit un livre, vous donnez des conférences. Oui. Est-ce que ça fait partie aussi de votre reconstruction? Est-ce que ça vous aide? Ou est-ce que vous... Alors, l'écriture de ce livre n'a pas été quelque chose pour moi d'évacuer ou de me faire du bien. Non, d'abord, très souvent, on me posait la question « Pourquoi tu n'as pas écrit ton histoire ?» Et surtout, pourquoi je me suis décidée d'écrire cette histoire, de partager par l'écriture cette histoire. C'est qu'en réalité, à chaque fin de conférence, peu importe où je l'ai donnée, que ce soit à l'IRA de Lille, que ce soit dans des lycées, chez des professionnels, ils ont toujours été demandeurs de est-ce que vous avez écrit votre histoire? Et là, un jour, je ne me suis plus posé la question, je me suis dit si c'est une demande, c'est qu'il y a un intérêt. Et le souhait premier, c'était surtout pas que ce soit un livre pour avoir pitié ou non, je voulais que ce soit un livre
qui apporte quelque chose, qui soit à la portée de tous. Parler de la violence pour parler de la violence, tout le monde peut vivre un jour de la violence. Pour moi, ça n'avait pas d'utilité. Mais je voulais expliquer justement le déroulement du phénomène de l'emprise, ce que j'ai vécu jusqu'au drame et comment j'ai vécu ce drame, qui n'était pas anodin, voilà, c'était plus dans le sens que ce soit un livre de, je ne vais pas dire de conseils, mais qu'on peut se référencer, enfin, qu'on peut trouver des références dedans en disant, voilà, je me reconnais ou je reconnais l'histoire de ma sœur ou de quelqu'un que je connais. Comment je peux faire pour lui dire sauve-toi et sauve-toi de là, quoi. J'ai été en contact avec Sébastien Bouet, qui est président de Colosse au pied d'argile, qui est une asso qui aide les victimes d'agressions sexuelles dans le milieu du sport, par les éducateurs, etc. Et il m'expliquait qu'il avait beaucoup, à la fin des conférences qu'il donnait, de témoignages de gens qui étaient victimes de ça. Est-ce que vous êtes vous-même en contact avec des victimes? Est-ce que vous avez... Alors oui, je suis en contact avec des victimes sur des ateliers qui s'appellent des ateliers de reprise de confiance en soi, qui sont à l'initiative de la gendarmerie, puisque je suis réserviste citoyenne pour le département de la Somme. Et sur ces ateliers, je rencontre forcément des victimes fraîchement sorties de leur cadre de violence. Et ce qui est important d'échanger avec elles, c'est l'attitude qu'elles ont au début de ces ateliers et comment elles sont dans le lâcher-prise après avoir écouté ma conférence. Je ne suis pas là pour donner des leçons, absolument pas, hein. Je leur raconte mon histoire et en même temps, elles peuvent faire un parallèle avec la leur. Et souvent, elles me disent, mais nous, ça ne s'est pas terminé comme vous. Je leur dis, mais heureusement, vous êtes partis à temps. C'est ça, en fait, le bénéfice que j'en ai, moi, que j'en tire, c'est leur dire, eh ben, bravo. Vous voyez, vous êtes partis à temps, chose que moi, j'ai tenté de faire. Je l'ai fait, mais c'était déjà trop tard. Et je leur fais comprendre aussi qu'elles sont quelque part armées parce qu'elles sont épaulées, elles sont entendues, elles sont surtout prises en charge. Et ça, c'est ce que moi, je n'ai pas eu à l'époque. Et ça redonne quand même quelque chose de... parce que forcément, on ne s'en rend pas toujours compte hein, quand on bénéficie de telle ou telle aide. On s'en aperçoit quand on ne les a plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de la course contre les violences faites aux femmes? Alors, la course, ça fait la 3e année que je suis vraiment très honorée d'être la marraine de cette course. Et chaque année, quand je vois le nombre de participants et l'engouement, parce que chaque année il fait terriblement froid, le courage, on sent qu'il y a une envie, une force, un engouement pour combattre. Et on sent que les gens ont envie que ça s'arrête tout simplement et que participer, ils participent à leur manière, mais toutes les personnes qui participent, elles ont entendu les besoins des femmes victimes. Parce qu'il y a celles qui ne sont plus là, il y a celles que peut-être qu'on ne retrouvera jamais. J'ai une pensée pour, je ne vais pas dire son nom, mais pour Delphine, qui a disparu, dont l'ex-mari a été condamné il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de me rendre sur cette petite... chez elle, je suis allée jusqu'à chez elle pour quelque part lui dire que je souhaiterais qu'on vous retrouve pour vos enfants.
parce que c'est quelque chose de terrible pour les enfants de ne pas savoir, pas pouvoir dire au revoir aussi, de poser une fleur, tout simplement, pouvoir aller se recueillir sur cette défunte, parce que bon, quoi qu'on en dise, on ne peut que se douter de sa finalité. On sait qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Vraiment, c'était quelque chose de... Pour moi, je n'aurais pas pu passer à côté de Cagnac sans m'y rendre. Et voilà, cette course, elle sert aussi à ça, à penser à celles qui ne sont plus, mais surtout à penser à celles qui ont laissé des enfants, des familles dans la détresse, dans tout ce parcours. Je sais ce que c'est qu'un procès. Je sais ce qu'ils vont vivre. Et là, quand je vois tous ces participants se donner pendant quelques heures et leur présence, ça dit tout, quoi. C'est le sport, donc que ce soit le paragolf, vous avez aussi porté la flamme olympique. Oui, le 3 juillet 2024, ça restera une journée gravée dans ma mémoire parce que j'ai eu l'honneur de porter la flamme olympique à Berck-sur-Mer, là où pour moi ça a été une ville de renaissance. Mais ça a été... J'étais tellement attendue, parce que la flamme était attendue, et j'ai eu le droit au final, dans ce stade, dans cette rue, où quand je suis rentrée, où il y avait les géants qui étaient là, qui m'attendaient, et puis tout le monde scandait mon prénom, la flamme, Karine. J'avais plus de mots, quoi. Je décrochais pas un sourire. Je ne pouvais pas faire autre chose que de... Ça a été un moment très très fort, très très fort. Et quand tout ça, bon, il fallait redescendre, quoi, parce que c'était un moment tellement fort que ça a été longtemps dans mes plus belles journées de ma seconde vie. Et le 16 septembre 2024, je reçois un colis. Bon, je savais que le comité olympique devait m'envoyer quelque chose. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être un livre, c'est peut-être... Et quand j'ai vu le colis, je l'ouvrais et j'avais une infirmière scolaire parce qu'on préparait une conférence dans son établissement. Je dis, écoutez, il faut que je l'ouvre parce que je ne sais pas, mais je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Et quand je l'ai ouvert, je dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, j'ai reçu la torche olympique avec tous les remerciements du comité olympique pour mon parcours de vie, pour mon parcours... Alors, deuxième effet qui se coule. Waouh, j'ai dit... J'avais plus les mots, là. J'étais scotchée. Donc, ouais, à la maison, Elle trône. j'ai la torche. C'est génial. C'est extraordinaire. Comme quoi, dans la vie... Et le mieux, c'est qu'il y a eu une première session. Dans cette première session, ben, je n'avais pas été retenue. Bon, ben, j'ai dit tant pis. C'était la session des sponsors. Ça, je l'ai compris après. Et puis, deuxième chance, Karine, envoyez-nous une petite vidéo de présentation, mais de 25 secondes. Ah, 25 secondes, c'était hyper chaud. Et ben je l'ai faite et puis je l'ai envoyée. Et avant de l'envoyer, eh bien, il fallait choisir une ville. Une ville, oui, ok. Alors il y avait Calais, Saint-Omer, mais il y avait surtout Berck-sur-Mer.
bah, c'était une évidence. Pour moi, c'était évident que je choisisse cette ville. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à Berck-sur-Mer. Il n'y a pas de hasard dans la vie. J'avais jamais mis les pieds avant mon handicap. Je suis arrivée en plein festival des cerfs-volants. C'était... ouais, ça a été, comme tout au début, je ne m'en rendais pas compte, magique. Et puis la seconde année, quand il y a eu le festival des cerfs-volants, moi j'avais vu sur les cerfs-volants toute la journée. Qu'est-ce que vous dites en 25 secondes au comité olympique? Alors c'était j'ai été victime d'une tentative de féminicide par arme à feu. Je me suis retrouvée amputée du bras droit et puis maintenant je joue au golf et je m'éclate, je le partage. Mais surtout, il ne m'en reste qu'une. Et j'aimerais porter cette flamme. C'est comme ça que je l'ai présentée. C'est ma dernière question. Aujourd'hui, comment ce drame résonne en vous et est-ce que vous estimez que vous êtes reconstruite? Comment ça va aujourd'hui? C'est une question qui semble bateau, mais qui est... Non. Comment je vais aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais très bien depuis ce drame. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fallu que j'en passe par là pour accueillir cette nouvelle vie. Et il a fallu franchir toutes ces étapes une par une avec tous ces drames, essayer de comprendre, essayer de mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur la compréhension, se faire entendre, et puis accepter son handicap, parce que ça pourrait paraître tellement facile aujourd'hui que voilà, oui, c'est comme ça, de toute façon, il faut se rendre à l'évidence, ça ne repoussera pas. Alors il faut faire avec. Pleurnicher sur son sort, ça ne sert à rien. Donc il faut avancer, tel que l'on est, avec les armes qu'on a, avec l'ambition qu'on a, ce qui se présente à nous, et surtout savoir dire non et savoir dire stop quand ça ne nous correspond plus. Ensuite, c'était quoi? c'est déjà... Non, je crois que c'est tout. Quelle place occupe ce drame dans votre vie? Quelle place? Il n'y a pas de place en vérité. Il y a quelquefois, ça pourrait choquer, c'est de dire, grâce à ce qu'il m'est arrivé, parce que j'en ai fait quelque chose de positif, grâce à ce qu'il m'est arrivé, je suis qui je suis aujourd'hui. Je suis qui j'aurais toujours dû être aussi. Parce qu'on m'a gommée pendant des années. Et là, aujourd'hui, je vis pleinement ma vie de femme, ma vie de tous les jours, mon quotidien, avec mes amis, avec ma famille, mes enfants, ma mère, mes frères, mes belles-sœurs, enfin voilà, toute la... Du coup, c'est un contact que vous avez renoué avec votre famille? Ah oui, tout ça est redevenu à la normale, on va dire, puisque tout ce qui est arrivé après, même eux aussi, ça a été quelque chose de très compliqué pour la famille. Et on n'y pense pas suffisamment. On ne peut pas se douter qu'une famille, elle subit déjà le drame, elle subit aussi le handicap, parce qu'elle ne sait pas trop comment il faut faire. Comment parler à quelqu'un qui se retrouve handicapé, surtout dans l'état dans lequel j'étais, quoi. Et votre vie sentimentale? Est-ce qu'on peut refaire confiance après quelque chose? Alors, j'ai accordé ma confiance, d'abord j'en parle dans le livre, parce que ça fait partie de la nouvelle vie.
pour certaines, dit oui, mais non, moi je veux plus d'homme dans ma vie, mais je me suis laissée porter quelque part par quelqu'un de bien, et puis quand ça ne m'a plus correspondu, voilà, j'ai mis un terme et ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai repris le cours d'une vie normale parce que j'avais décidé que personne ne pouvait décider à ma place, personne ne pouvait me dire ce qui était bien, ce qui était mal, parce que j'étais tout à fait capable de le faire moi-même. Et ça en fait partie, de m'accorder le fait d'être une femme. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous.